Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée à l'investiture du 47e président des États-Unis en ce 20 janvier 2025, 8 ans après son premier mandat. Donald Trump prêtera serment dans quelques minutes lors d'une cérémonie officielle sur laquelle nous reviendrons en direct et en détail pour vous. Cérémonie à laquelle un parterre d'invités est attendu. Outre l'incontournable Elon Musk, une grande partie de la tech américaine sera présente lors de cette cérémonie. Et chose rare, certains chefs d'État étrangers ont été invités également, dont le président argentin ou encore l'italienne Giorgia Meloni. Invité inattendu, le grand froid polaire également, qui a contraint les autorités américaines à organiser cette cérémonie à l'intérieur du bâtiment du Congrès. Autre particularité de cette cérémonie d'investiture, un dispositif sécuritaire sans précédent après les 2 tentatives d'assassinat qui ont marqué sa campagne. Donald Trump n'a pas lésiné sur les moyens, nous le verrons aussi. Une journée historique donc pour l'Amérique. Économie, immigration, énergie, politique étrangère américaine également. Nous allons explorer tous les changements qui s'amorcent déjà avant même parfois l'arrivée officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et depuis le Maroc, c'est évidemment aussi le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique qui nous intéresse, entre Washington et Rabat notamment. C'est de tout cela dont il sera question dans cette édition spéciale. Pour m'accompagner dans ce débat et pour décrypter les enjeux de ce second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, M. Bachir Thiam, journaliste, merci d'être avec nous. Merci Nadia de m'avoir invité aussi, merci. En plateau. Bonjour Ali, c'est mon co-débatteur. Exactement, Monsieur Ali Lahreichi, doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis. Ravi et honoré de vous recevoir en plateau également. Tout le plaisir est pour moi et merci pour l'invitation. Nous aurons également M. Zakaria Aboudaha, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Il nous fera le plaisir de participer donc via Skype. Il nous accompagnera donc depuis Rabat. À Washington, nous rejoindrons notre correspondant Claude Porcella et l'historien Farid Bahri, auteur de l'ouvrage Maroc-Amérique, un partenariat de 2 siècles et demi, sera également avec nous dans cette édition spéciale depuis Paris. Messieurs, je vous propose un premier tour de table. 8 ans après, Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et le Donald Trump de 2025 est loin d'être celui de 2017. Je vous propose de faire un premier tour de table sur les priorités qui seront donc celles du second mandat de Donald Trump qui s'amorce officiellement en ce 20 janvier 2025. Bon, Donald Trump revient après, c'est-à-dire un 2e mandat avec une interruption d'un mandat. Il faut dire que la différence, c'est qu'en 2017, d'abord, personne n'attendait que Trump réussisse ses élections en 2017. Et on parlait de la légitimité des élections, du nombre de voix. Et aujourd'hui, en 2025, c'est-à-dire quand il rentre aujourd'hui, il a d'abord remporté les grands électeurs, la majorité des États, et en même temps le vote populaire. Donc c'est une légitimité confirmée et affirmée par le peuple américain pour le choix de Donald Trump. Donc déjà, nous avons sur le plan politique, sur le plan de choix politique, une différence entre 2017 et cette année-là. La différence aussi, c'est que les projets qu'apporte Trump aujourd'hui ne sont pas les projets qu'il avait promis en 2016, d'autant plus que avant d'arriver, il parle, que ce soit pour la politique interne des États-Unis ou la politique extérieure, il a des projets clairs. C'est Make America Great Again, le groupe MAGA, et puis la même chose pour la politique étrangère, c'est-à-dire arrêter la guerre dans le monde. Maintenant, on se pose la question, comment il va le faire ?
Pour l'économie, il y a des liens entre la politique intérieure et la politique extérieure, parce que quand on parle de l'économie, on parle aussi des tarifs douaniers, de l'augmentation des tarifs douaniers pour certains pays. Donc tout cela fait une différence entre le Trump de 2017 qui est arrivé, qui n'était pas attendu, à vrai dire, lors de le premier mandat, et maintenant où il arrive avec, comme vous l'avez très bien souligné, avec le patron de la tech. Donc, entre autres, donc, par rapport aussi au climat. Donc, on sait que Trump est climato-sceptique. Maintenant, il a déjà promis de signer des décrets, c'est-à-dire le jour même, par rapport à ce niveau. Il y a aussi l'immigration. On va parler de tout ça. Je vous propose de regarder donc, ces images en direct donc, depuis sous le Capitole, hein, puisque à cause du grand froid, ça se passe à l'intérieur du Congrès, avec ces images que nous retransmettons en direct sur Medi 1 TV dans le cadre de cette édition spéciale. Et là, on voit donc le 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui se dirige donc pour prêter serment lors de ce second mandat. Donc, Donald Trump, en ce 20 janvier 2025, qui s'apprête à prêter serment. Donald Trump de 2025, loin d'être celui de 2017, Bachel Thiam. Oui, ce n'est pas le même homme, ça c'est clair. On ne l'attendait pas en 2017 aussi, ça c'est vrai, mais non plus on ne l'attendait pas en 2025. Presque personne ne croyait qu'il reviendrait aux affaires. Tant sa sortie était quand même tonitruante, en tout cas sa sortie après son premier mandat, c'était très difficile. On a frôlé vraiment les émeutes cette fois-ci. Il y a eu même des émeutes forcément. On a vraiment frôlé la guerre civile aux États-Unis, ce qui était une première dans son histoire. Donc après ce coup de force qui a tourné en sa défaveur, tout le monde avait cru que Donald Trump était mort, politiquement en tout cas. Il s'est refait une santé de fer. Professeur Ali Lahrichi rappelait tout à l'heure qu'il a gagné et les populaires et les grands électeurs. Donc forcément, il a été bien élu, réélu en tout cas, pour son deuxième mandat, pas de suite. Son deuxième et dernier, parce qu'il n'y aura pas de troisième, de toute façon, au-delà de son âge. On voit à l'écran, je vous coupe, Bachel Thiam, pour profiter de ces images en direct. On voit à l'écran au premier rang donc la famille de Donald Trump, donc avec Melania Trump, et on voyait au second rang l'un des hommes forts de Donald Trump, Elon Musk également, qui était là et qui revient donc en force aux côtés de Donald Trump. On poursuit peut-être cette analyse sur ce nouveau Donald Trump qui est de retour à la Maison-Blanche ? Oui, c'est un nouveau avec une armature de nouveaux hommes aussi. En général, c'est de nouveaux hommes, parce que Elon Musk, toute la tech qui est sortie de leur réserve. En tout cas, c'était des gens qui étaient au-delà en tout cas, en dehors de la politique en général. Mais là, ils sont complètement engagés tous. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que Zuckerberg, quand même, on rappelle que lui, il était anti-Trump, anti-républicain au départ. Très démocrate. Et on voit à l'instant donc la fin d'une ère avec Joe Biden. Je vous coupe encore, Bachel Thiam, pour faire vivre ces images en direct. Et voilà, le 46e président des États-Unis qui fait ses adieux. C'est la passation de pouvoir en direct qu'on vous fait vivre sur Medi 1 TV dans cette édition spéciale, à côté donc de Kamala Harris, vice-présidente de Joe Biden, mais aussi candidate malheureuse face à Donald Trump. Il faut dire que c'était une campagne qui était historique aussi de ce point de vue. Donc, en direct, passation de pouvoir sous le Capitole des États-Unis. Escorting the Vice President-elect, the Executive Director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Mr. Michael Wagner, Senate Deputy Sergeant-at-Arms and Doorkeeper, Jason Bell, Donc voilà cette passation de pouvoir que l'on vous fait vivre en direct sous le Congrès, dans le cadre du Congrès américain. Donald Trump de 2025, donc, qui ne va pas tarder à prêter serment, Bachel Thiam. Oui, justement, avec toute la famille, la dynastie, comme on dit, la dynastie Trump est sur le pont, ça, il faut le dire. Il y a enfants, beaux-parents, belles-filles, beaux-fils, gendres, petits-fils, tout le monde est sur le pont, parce que Donald Trump, c'est carrément une dynastie, et il a imposé ça aux Américains cette fois-ci. Je pense un peu, c'est à l'image des grandes dynasties anglo-saxons et tout ça qu'il imite, au fait,
mais malheureusement, les États-Unis ne sont pas un royaume pour lui. Mais il incarne cette allure de dynastie autour du patriarche qu'il est, et puis ses enfants, ses petits-enfants qu'on exhibe, qu'on montre aux yeux des Américains. Et aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il a placé ses enfants et ses petits-enfants, ses enfants en tout cas, et ses beaux-fils et gendres, qu'il a placés carrément au pouvoir du Parti républicain. C'est comme s'il préparait la relève, parce que lui, c'est fini pour lui. Au-delà de son âge, qui va être un grand âge après son mandat, et il ne peut pas briguer un troisième mandat. Ça, c'est ainsi que c'est fait. Donc, ses enfants, ou ses petits-enfants, ou ses gendres et beaux-fils pourront reprendre le pouvoir à sa place. Je pense que c'est ça qu'il prépare. On continue de regarder ces images en direct sous le Capitole. Donc, dans quelques minutes, Donald Trump va prêter serment. Il va devenir le 47e président des États-Unis avec, comme on le disait, un retour en force avec, entre autres, donc, des hommes forts tels que Elon Musk, mais aussi, et on l'a su très tôt, un département d'État qui sera confié à Marco Rubio. On aura l'occasion d'en parler également dans cette édition spéciale. Peut-être que l'on peut revenir justement sur deux photos qui ont été présentées par Donald Trump et qui ont été délibérément choisies. En attendant, peut-être on regarde donc ces images en direct, toujours sous le Capitole, et cette passation en direct. Senate Democratic Leader, the Honorable Charles E. Schumer. Ranking Member of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Deb Fischer. And Chairwoman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, the Honorable Amy Klobuchar. Voilà. Donc, l'équipe... Avec cette journée historique qu'est en train de vivre les Américains. Et on me dit que Claude Porcella, à Washington, est avec nous. Le correspondant de Midi 1 TV. Bonsoir ou bonjour Claude. C'est bonjour chez vous, je crois. Claude Porcella, est-ce que vous m'entendez à Washington? Allô? Oui, Claude. Claude Porcella, correspondant de Midi 1 TV à Washington. Bonjour. Comment se déroule cette cérémonie? En quoi elle va se différencier des précédentes, puisque c'est dans quelques minutes que Donald Trump va prêter serment? Oui, écoutez, nous sommes en plein milieu donc de cette cérémonie. Le vice-président, le nouveau vice-président est en train de prononcer son discours avant midi. Il est 11h43 maintenant à Washington et selon la tradition, c'est à midi que Donald Trump prononcera à son tour son discours. Un discours qui devrait durer environ 45 minutes. Et on ignore encore quelle en sera bien sûr la teneur, mais on espère que ce sera un discours un peu plus optimiste que celui d'il y a 4 ans, où il avait été extrêmement sombre, extrêmement pessimiste. Donc une cérémonie un peu exceptionnelle, puisque elle se déroule à l'intérieur. Normalement, l'investiture de la présidence se déroule sur les marches du Capitole, mais comme vous le savez, il fait un froid sibérien ici aux États-Unis, 6 degrés, et Donald Trump a donc décidé, à son grand regret d'ailleurs, car il aime une investiture normale avec des millions de gens qui se trouvent sur le monde. Il a tout de même décidé de faire la cérémonie à l'intérieur afin que les gens ne souffrent pas trop du froid. C'est la première fois en 40 ans que l'on voit une cérémonie se dérouler à l'intérieur du Capitole, dans la rotonde. Alors évidemment, il y a des centaines de personnes qui sont réunies, mais ce ne sont pas les millions qu'espérait Donald Trump.
Donc voilà, pour le moment, où nous en sommes. Dans un moment, donc dans une quinzaine de minutes, Donald Trump devrait prononcer son discours. Et ensuite, que s'est-il passé depuis ce matin? Eh bien, le président et la présidente et son épouse se sont rendus à l'église Saint-John, qui se trouve tout près de la Maison-Blanche, pour un service religieux. C'est la tradition. Donald Trump ne se rend pas souvent à l'église, mais enfin, pour la circonstance, il l'a fait. Et puis ensuite, il s'est rendu à la Maison-Blanche. Et alors là, c'était une entrevue un peu difficile pour Joe Biden, dont ce sont les dernières heures en tant que président. Et la tradition veut aussi que le président en exercice reçoive le nouveau président et qu'ils boivent ensemble une tasse de café, fassent des présentations avec leurs épouses, ainsi qu'avec le nouveau vice-président et son épouse. Donc ça a été relativement cordial. Vous savez que les deux hommes se détestent. Mais ils ont tout de même, pour cette fois, fait un effort. Ils ont été reçus assez cordialement. Et puis après, eh bien, ils sont montés ensemble. Alors, Biden et Trump sont montés ensemble dans la limousine présidentielle, la bête, comme on l'appelle, parce que c'est une véritable forteresse moulante. Et, Merci. Ils se sont rendus au Capitole. Où ils sont maintenant. Parmi l'assistance qui est évidemment limitée à cause du fait que ça se déroule à l'intérieur. Merci Claude Porcella, merci. Ah, okay. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On reprendra les images donc en direct dans quelques instants et on va revenir sur cette passation de pouvoir dont nous parlait à l'instant Claude Porcella, une passation de pouvoir cordiale, même si on le sait, les deux hommes ne s'aiment pas beaucoup, professeur Lahraïchi. Oui, en démocratie, les adversaires n'ont pas besoin de s'aimer. C'est ça le symbole de la démocratie, de l'alternance, de la passation de pouvoir et de la loyauté envers le régime politique, envers les élections. C'est accepter la défaite et reconnaître la victoire de l'autre. Et c'est ça ce qui fait la force d'une démocratie, qui nous montre comment l'alternance il se fait surtout aux États-Unis ou dans d'autres pays. Maintenant, quand on parle de Donald Trump, vous avez parlé d'image. En politique, il y a aussi l'image, il y a le symbole. Il y a le symbole, je pense tout à l'heure, il va prêter serment sur 2 Bibles. Une Bible qui appartenait à sa grand-mère et une Bible qui, vous voulez intervenir sur ça, à Abraham Lincoln. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de tentatives d'assassinat. Donc, tout ça, c'est symbolique. En politique, rien ne se fait au hasard. D'abord, c'est une démocratie où on accepte, il y a la loyauté aux élections, mais en même temps, toutes les images qui arrivent démontrent de quelque chose, d'un message. Rien ne se fait au hasard. Rien n'est gratuit en politique et encore moins peut-être avec Donald Trump. Tout à fait. Surtout, il faut le rappeler peut-être parce que cette élégance dont décrit le professeur Ali Lahraïchi et tout ça, je pense que Biden lui a imposé ça depuis déjà le premier mandat de Biden, quand Donald Trump avait refusé de reconnaître sa défaite. Donc ça pose problème en démocratie aussi. Je pense que l'élégance voudrait que ça se passe comme ça dans toutes les démocraties du monde. Mais sauf que, justement, il y a des réalités américaines qui font que cette démocratie-là, elle est un peu particulière parce qu'elle est plutôt, je pense, à mon avis, je ne sais pas si vous allez me l'accorder, c'est une démocratie plutôt judiciaire parce qu'il est axé sur des décrets et des décrets simplement. Tout à fait. Il y a une séparation des institutions aux États-Unis et c'est ce qui fait la force, c'est-à-dire la justice garantit le respect de la démocratie. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai dans l'ancien monde, c'est-à-dire après les élections, il y a eu les événements du Capitole, mais Trump est arrivé à la fin. Il a été loyal, il a été jusqu'au bout, mais il a été loyal. Il est arrivé, il y a eu la passation de pouvoir entre lui, d'ailleurs, et Biden. Et pourquoi ? Parce que
il y a une démocratie, il y a de fortes institutions qui protègent la démocratie américaine. Et ça, on peut revenir toujours au livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qui, même s'il a été écrit un siècle et demi, il a très bien présenté comment la justice, effectivement, garantit et protège cette démocratie qui était naissante aux États-Unis. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, au-delà du symbole, c'est la démocratie de l'Amérique. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est la démocratie et c'est la loyauté aux élections. Et ça, c'est très important. Je pense que ce sont des très bonnes leçons. Même si vous êtes mon adversaire dans les élections, je ne vous aime pas, mais j'accepte les résultats et je vous félicite et je fais la passation. Malheureusement, parfois, ça ne se passe pas comme ça dans certains pays. Et ça, c'est très important comme leçon de démocratie. Et c'est bien d'avoir évoqué les événements du Capitole parce qu'il y a peut-être un décret qui va être signé aujourd'hui d'une forme de clémence par rapport à ceux qui ont été donc jugés, c'est-à-dire qui ont perturbé le Capitole le 6 janvier 2021. Justement, c'est une façon aussi de gracier tous ceux qui ont été contre Biden et supporters de Donald Trump jusqu'au boutiste tout cas, en fait, parce que c'était quand même des images encore dans la tête si on s'en remémore. C'est pas de belles images pour une Amérique démocratique, une Amérique qui doit donner l'exemple au monde. C'était pas joli à voir, mais Donald Trump a quand même respecté justement à la fin, vous l'avez rappelé, mais après il va finalement les gracier. C'est comme si par ailleurs il acceptait ce genre de comportement qui puisse quand même venir déranger un peu la bonne marche de la démocratie normale, quoi, je veux dire. Il y a aussi les mobilisations dans la démocratie qui sont des formes d'expression politique. Ils peuvent être violentes des fois, mais en tout cas, ce sont des symboles de la démocratie. Et ce que vous avez dit, effectivement, c'est la justice qui garantit et qui protège la démocratie dans un pays. Et cette séparation aussi des institutions qui est aussi garante justement du respect de la démocratie aux États-Unis. Et depuis tout à l'heure, c'est un mot que l'on entend résonner sous le Capitole ce 20 janvier 2025. En attendant, dans quelques minutes, Donald Trump qui va prêter serment, effectivement, cette démocratie, cette force de la démocratie, ce point qui caractérise vraiment les États-Unis, en tout cas en ce qui concerne l'alternance du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est donc Donald Trump qui va donc prêter serment dans quelques minutes et qui va prendre le relais de Joe Biden. Et il a clairement dit, dès le premier jour, signé une centaine de décrets. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut d'ores et déjà dire et décrypter aussi cette intention. On disait tout à l'heure que rien n'était gratuit, tout était symbolique. Premier jour, entrée en vigueur officielle du pouvoir de Donald Trump, une centaine de décrets qui vont être signés. Comment interpréter cette première annonce ? Professeur Al-Haraichi. D'abord parce qu'il y a eu des élections. Il faut dire que par rapport à la démocratie rapidement, même si les États-Unis est aujourd'hui divisé, les symboles de la démocratie sont là. Comment interpréter cela ? C'est les prérogatives qu'a le président des États-Unis. Maintenant, il faut se poser des questions par rapport à certains décrets. Est-ce qu'il peut signer certains décrets ? Parce que par exemple, si on va peut-être traiter ça tout à l'heure, sur pas le droit d'asile, sur le droit du sol. Normalement, il y a l'article 1er de la Constitution américaine. Et là, c'est là où la justice va intervenir. Est-ce que la justice va permettre même si le président signe un décret, est-ce que ce décret-là sera valable ? Ça, c'est très important. Par rapport à d'autres même à l'immigration, il y a aussi le Sénat qui doit permettre. Il y a des prérogatives qui sont propres, certes, au président des États-Unis, mais il y a certaines qui sont liées. Et c'est là où on voit la force des institutions, chacune qui contrôle l'autre. Certes, le président est là. La majorité des prérogatives dans un régime présidentiel, parce que le régime américain, c'est un régime présidentiel avec beaucoup de prérogatives au président, mais il y a toujours des liens. Il y a aussi, non pas seulement des liens, mais un regard et un contrôle parfois, que ce soit par le Congrès, c'est-à-dire pour le Sénat, même pour l'administration Trump, ils sont auditionnés par le Sénat, ils peuvent ne pas être acceptés. Ça, on voit la force de ces institutions, c'est-à-dire la force
force des États-Unis, c'est la force de ses institutions. Et d'ailleurs, tout à l'heure, par rapport à la question, parmi les différences, cette administration Trump, elle est différente de celle de 2017. Celle de 2017, c'était plus du Parti républicain, des gens connus. Aujourd'hui, c'est une administration un peu différente. Certes, peut-être ils sont républicains, mais ils sont différents. On dit peut-être technocrates, si vous voulez, mais différentes. C'est-à-dire, c'est une administration qui est auditionnée, depuis 2 semaines, chacun est auditionné et il peut ne pas être accepté par le Sénat. Et ça, c'est une force de la démocratie, encore des États-Unis. Avant de vous donner la parole, Bachir Thiam, si vous voulez, on reprend en direct les images aussi donc, de cette passation de pouvoir qui se fait en direct sous le Capitole en ce 20 janvier 2025 aux États-Unis. Dans quelques minutes, Donald Trump prête serment et puis on voit donc cette intervention et cette dimension aussi que l'on oublie parfois dans cette démocratie américaine, c'est celle de la religion. On voit là que Donald Trump écoute religieusement, si vous le permettez. Donc cette intervention, c'est important, on l'oublie parfois, Bachir Thiam. Peut-être nous qui sommes loin des États-Unis, nous l'oublions, mais eux ne l'oublient pas, parce que la religion, la Bible, est au cœur de leur vie politique. D'ailleurs, ils jurent sur la Bible pour prêter serment. Donc c'est très important, c'est pas symbolique, c'est vraiment le cœur du pouvoir aujourd'hui. Et vous avez vu le Parti républicain de plus en plus se recentrer vers la religion, vers les croyances et tout ça. Tout commence par des prières, tout finit par des prières. Donc c'est forcément au début et à la fin de tout acte politique aujourd'hui, d'autant plus que c'est ce parti-là qui est au pouvoir. Et c'est la demande de la base chrétienne, la base croyante, la base américaine traditionnelle qui demande ça. Et je pense que Donald Trump, de par sa possibilité de tout agréger, il s'ouvre à toutes les tendances, donc il est ouvert à tout ça. Je ne sais pas si je peux revenir sur les executive orders dont parlait le professeur Larichi. La démocratie américaine lui donne ce droit-là, en tant que président des États-Unis, de promouvoir des décrets. Justement, ça peut ne pas être validé, passé en tout cas, mais lui, il va le faire, parce que lui... le deal qu'il a avec ses électeurs, ce n'est pas de dire je vais réussir ce que je vous ai proposé, mais je vais le faire. Ça peut ne pas aboutir. Mais il a dit d'ailleurs, je pense juste après avoir prêté serment, il a dit les 9 premières minutes qui vont suivre ça, je vais lancer le premier. Voilà. Donc il est vraiment dans ce deal avec ses partenaires en leur disant, mais je vous l'ai dit, je vais le faire. Il va le faire. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va être validé ou pas? C'est un débat. Lui, il fera ce qu'il a promis et il va le faire. C'est ce qu'il a toujours fait, je pense, depuis qu'il est venu en politique. Il a toujours dit, je fais ça, il le fait. Ça peut ne pas réussir par contre. Et c'est ça Donald Trump. Je pense que pour ça, c'est pas surprenant. Donc on verra effectivement s'il applique, décide en 9 minutes chrono, effectivement, cette centaine de décrets. C'est aussi la force de Donald Trump, cette dimension religieuse aussi. Ils prennent le divin à témoin pour les... il y a beaucoup de symboles. Trump, peut-être, vous l'avez bien dit, c'est pas lui qui va toujours à l'église, mais l'assise électorale aux États-Unis est une assise aujourd'hui conservatrice, chrétienne, néoconservatrice, et ce qui lui a permis de gagner beaucoup plus de voix, puisqu'il y avait beaucoup de... D'ailleurs, l'un des sujets sur le wokisme et sur le genre, c'est parmi l'opposition, ou si vous voulez, la rupture entre les démocrates et entre les républicains. Donc, c'est une assise électorale. Et tout à l'heure, en parlant de la Bible, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, chaque président, même le vice-président, va ramener la Bible de son arrière-grand-mère. Chacun peut ramener sa Bible. C'est-à-dire, l'Église, elle est là, mais chacun la conçoit avec un symbole affectif, c'est-à-dire qu'il développe, et avec un symbole politique. Parce que faire le serment sur la Bible d'Abraham Lincoln, c'est un symbole très politique, je pense, de Donald Trump, de la démocratie, et c'est-à-dire de la vision qu'il veut avoir de l'Amérique. Et bien sûr, l'Église, elle est là, elle est aux États-Unis. Peut-être les gens ne fréquentent pas toujours l'Église, mais au moment des élections, ça a permis diamétralement de faire gagner, je dirais,
de Donald Trump par rapport à Kamala Harris. Et c'est le vice-président qui va dans quelques secondes prêter serment donc sur la Bible, accompagné de sa famille, comme l'exige la tradition américaine lors de la prestation de serment et de l'accession au pouvoir du 47e président aux États-Unis. On l'écoute. I, James David Vance, do solemnly swear I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge and that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Voilà, en direct, on vient de vivre la prestation de serment du vice-président D.J. Vance, qui devient aujourd'hui le premier vice-président américain le plus jeune de l'histoire des États-Unis. Cet ancien militaire qui est la petite quarantaine, professeur Lahreichi. Oui, c'est particulier. Les États-Unis, c'est le pays où on peut rêver. Un jeune, un enfant, quand il naît, il dit demain je vais être président des États-Unis. Et puis c'est possible, même pour le parcours historique ou politique de Vance, c'est pas qu'il avait beaucoup de problèmes, il a pu c'est-à-dire avoir un parcours politique particulier, et aujourd'hui il est devenu vice-président. Et là encore on voit la force de la justice, c'est la Cour suprême, c'est le président de la Cour suprême qui voilà. fait que donc tout de suite, professeur Lahreichi, c'est au 47e président de prêter serment Donald Trump en direct. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Voilà les traditionnels coups de canon qui sont lancés après cette prestation officielle de Donald Trump. Une investiture donc en ce 20 janvier 2025. Donald Trump devient officiellement aujourd'hui le 47e président des États-Unis. Il vient de serrer la main de Joe Biden. Donc la passation de pouvoir est faite. Donald Trump est bel et bien de retour à la Maison-Blanche en ce 20 janvier 2025. Il a juré de défendre la Constitution américaine. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, America First, et cette séparation et la force des institutions aux États-Unis. On va tout de suite rejoindre à Rabat, professeur Zakaria Abou-Daheb, qui est en direct avec nous et qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans cette édition spéciale. Professeur Zakaria Abou-Daheb, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, chère Nadia. Bonsoir à Ali, bonsoir à Thiam et merci de l'invitation. Vous venez de l'entendre, nous venons de l'entendre en direct et de manière officielle depuis Washington. Donald Trump est aujourd'hui officiellement 47e président des États-Unis. Votre premier commentaire sur ce retour donc de Donald Trump à la Maison-Blanche et sur cette prestation de serment que l'on vient de vivre en direct. C'est un retour tonitruant. Franchement, bravo pour cet homme. Pour son courage, parce que nous gardons entre autres tous en mémoire la balle qu'il a ratée, une sorte
il a été ressuscité. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le débat, il est très évangélique. D'ailleurs, dans le billet vert, le dollar, il y a cette mention « In God we trust ». Et je crois que cela lui a donné une sorte d'un élan impétus sur le plan psychologique. Et on a vu l'homme très fort quand il a dit fight, fight. Donc il faut combattre. Il est impressionnant. Le deuxième point, j'aurais dire, par rapport à 2017, peut-être il y a eu, par rapport à nous, on va dire observateurs, on ne connaissait pas trop l'homme. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et il faut dire que c'est un homme qui est résistant, plus résilient. Ali tout à l'heure avait parlé de la jeune équipe qui l'entoure. Nous avons vu aussi des figures qui à un moment donné n'étaient pas destinées à faire de la politique ou du moins à être parmi l'équipe de M. Donald Trump. Elon Musk par exemple, on a vu Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Meta, mais il ne fait pas partie de l'équipe, du moins directement, ainsi que d'autres, le jeune Vance, son vice-président. Donc aujourd'hui, nous sommes véritablement d'abord dans une démonstration de démocratie, ça a été dit dans le débat, des institutions qui fonctionnent, une constitution l'une des plus vieilles jusqu'à aujourd'hui, qui fonctionne encore. Et puis, en même temps, moi je crois que c'est une leçon de transition très pacifique. Regardons comment les choses ont été orchestrées, bien préparées à l'intérieur du Capitole, en raison du froid glacial. Donc finalement, pour nous, ça nous permet de voir en direct comment cette transition se noue. Et voilà, Donald Trump, qui était 45e, devient 47e président des États-Unis. Il vient de prêter serment pour ça. Merci Zakaria Abou Dahab. Je laisse dérouler les images en direct dans cette édition spéciale lors de cette passation du pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump. Vous l'entendez sur notre chaîne. Donald Trump vient de prêter serment et il est officiellement devenu le 47e président des États-Unis. Alors peut-être avant d'aller plus loin, chers messieurs, je vous propose tout simplement de revenir sur qui est, professeur Zakaria Abou Dahab nous en parlait à l'instant, qui est le 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui a promis, on le disait tout à l'heure, de prendre et de signer une centaine de décrets dès sa première journée de son mandat. Je vous propose de revenir sur son parcours et sur son portrait, un portrait brossé par Souheil Jalil. Qui est Donald Trump ? Homme d'affaires, milliardaire, magnat de l'immobilier, Donald Trump a été le 45e président des États-Unis d'Amérique et il sera le 47e. En effet, après avoir battu Hillary Clinton en 2016, il a été battu en 2020 par Joe Biden avant de prendre sa revanche et d'être de nouveau élu en 2024 face à Kamala Harris. Né le 14 juin 1946 à New York, son père Fred Trump, d'origine allemande, est un riche promoteur immobilier. Sa mère Mary Ann MacLeod est écossaise. Pendant sa jeunesse, Donald Trump connaît une adolescence difficile. Il est envoyé dans une école militaire avant d'intégrer en 1968 la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie où il étudie le commerce. En parallèle, il travaille également pour l'entreprise de son père qui vend des logements aux classes moyennes new-yorkaises dans les arrondissements de Brooklyn, Staten Island et le Queens. Donald Trump commence alors sa carrière de promoteur immobilier en indépendant et mise sur Manhattan. En 1977, il rencontre sa première épouse, une athlète et mannequin tchèque, Ivana Zelníková. Ensemble, ils ont 3 enfants, Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump. Tout le long de sa carrière, le milliardaire s'intéresse à la politique. Il ne tarde pas non plus à s'investir dans un parti. Dans les années 1980, il passe du Parti démocrate au Parti républicain sous la présidence de Ronald Reagan. Après plusieurs projets de candidature avortés, il se présente aux primaires du Parti républicain en juin 2015 sous le slogan « Make America Great Again ». Il est élu candidat du Parti conservateur pour l'élection présidentielle américaine en juillet 2016 face à la démocrate et ancienne première dame Hillary Clinton. Pendant toute la campagne, les scrutins restent serrés.
Donald Trump remporte les élections grâce à sa majorité au sein du collège électoral le 8 novembre 2016 et devient le 45e président des États-Unis. 4 ans plus tard, le 7 novembre 2020, son bilan contrasté et l'image désastreuse qu'il a véhiculée sur la scène internationale permettent à son adversaire démocrate Joe Biden de l'emporter. Le 6 janvier 2021, certains de ses partisans envahissent le Capitole, le siège du Congrès américain. Pendant les 4 années qui ont suivi de 2020 à 2024, Donald Trump n'a eu de cesse d'œuvrer pour son retour au pouvoir, tout en gérant les nombreuses procédures judiciaires le visant. Procédures de destitution, affaires de détournement, dossier Stormy Daniels. Il doit se défendre sur plusieurs fronts et nie tout en bloc. Il est toutefois condamné en mai 2023 par un tribunal de Manhattan à verser 5 millions de dollars à E. Jean Carroll, qui l'accusait de viol en 2019 et de diffamation. Les feuilletons judiciaires ne l'empêchent pas de se lancer dans la course à la présidentielle. Au printemps 2024, il s'impose comme le seul candidat républicain. Face à lui, Joe Biden, affaibli, cède sa place à sa vice-présidente Kamala Harris. Cette dernière parvient à remobiliser les forces démocrates, mais Donald Trump, par ailleurs ciblé par 2 tentatives d'assassinat, mène une campagne très dure et intense. Au terme d'un affrontement désormais entré dans l'histoire, Donald Trump finit par l'emporter et redevient président de son pays. Donald Trump, 47e président des États-Unis, qui commence officiellement son discours à l'occasion de cette passation du pouvoir. Je vous propose de l'écouter quelques instants avant de reprendre notre débat. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. Donald Trump, donc, qui a commencé officiellement son discours lors de cette investiture officielle. Et c'est évidemment une expression que l'on connaît depuis longtemps et qu'il utilise depuis sa campagne. America First, l'Amérique d'abord. Le 47e président des États-Unis parle d'une souveraineté aussi qui est chère aux États-Unis, d'une sécurité qui doit être restaurée. Il parle aussi d'une justice à rééquilibrer également. Il veut que l'Amérique soit de nouveau une nation fière, prospère et libre. En premier commentaire peut-être sur cette entrée en matière de Donald Trump lors de ce second mandat qui s'amorce, professeur. Monsieur Trump, il est égal à lui-même, c'est-à-dire ce qu'il a promis, il est en train de le dire dans son discours, Americans First, l'Amérique en premier, une Amérique prospère, une justice rééquilibrée, et puis il dit plus forte que jamais, une Amérique plus forte que jamais, une Amérique libre aussi. Donc c'est un début de discours, c'est ce qu'on peut appeler un exposé de motifs pour décliner tout ce qu'il va peut-être signer aujourd'hui comme décret. Peut-être il y a certains décrets qui seront en relation avec le Sénat ou avec la Constitution, mais il y a des décrets qui peuvent passer. Donc voilà un discours qui ouvre le bal à 4 ans de Donald Trump, qui sera très différente de celle peut-être que nous avons vécue il y a... D'accord. Avant de poursuivre, peut-être, Bachetiam, on continue à écouter quelques extraits de ce discours en direct depuis Washington.
They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. Alors, America First, il vient de l'illustrer à l'instant, les questions intérieures qui sont urgentes, primordiales et qui seront privilégiées par Donald Trump, l'économie, mais aussi la question de l'éducation. Bachir Thiam. Oui, l'éducation, c'est la base en général. Tout projet de développement, je crois, qu'il soit économique, social et politique. C'est un peu inquiétant quand même quand on sait la personne que Donald Trump a choisie. Je pense qu'elle sera validée pour diriger ce secteur-là, ce segment de l'éducation. C'est l'ancienne patronne de la fédération du catch. Je n'ai rien contre, mais l'éducation est tellement, comme disait l'autre, l'armée est tellement précieuse qu'on ne peut pas le confier à des militaires. Donc, je pense que si l'éducation demande beaucoup plus quand même de précision, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de stratégie. Quand on parle d'éducation, surtout l'éducation d'abord des enfants, parce que la population part de là, et c'est demain, c'est les adultes de demain, donc les décideurs de demain. Je pense qu'en cela, l'éducation est importante. Donc, la contradiction dans son discours, c'est effectivement pointer tous ces secteurs ou tous ces segments socio-économiques qu'il faut upgrader, en tout cas qu'il faut revitaliser, et en face, il met des acteurs qui ne sont pas forcément qualifiés. Je ne juge pas, peut-être elle va faire le job, comme il dit, parce que pour Donald Trump, tout ce qu'il a choisi, c'est les meilleurs des Américains. Évidemment, on va poursuivre. On continue d'écouter ce discours officiel du 47e président des États-Unis et qui vient de dire qu'il souhaite faire de l'Amérique le pays le plus grand au monde de nouveau. Make America Great Again. C'est ce que l'on vient d'entendre. Voilà à l'écran. Également la famille de Donald Trump avec ce discours qui s'achève. Donc sous le Congrès américain. Pour l'instant, il reprend. On va continuer de l'écouter dans quelques minutes avant de reprendre l'analyse. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. Donc, on vient d'écouter le Liberation Day. Est-ce qu'on peut revenir justement là sur cette thématique-là qui est très sensible et qui apparemment fait partie des priorités aussi de Donald Trump? Sécurité et prospérité pour tous les Américains de toutes les races. Oui, ça c'est des promesses encore de campagne. C'était ça. Il tient à ses promesses. Il les répète. D'ailleurs, c'est pas un discours, c'est un pitch. Hein. Il n'a pas d'écrit. Je pense qu'il va de gauche à droite. Il improvise. Il revient sur les mêmes thématiques c'est vrai. Bon, c'est des thématiques posées par son électorat. Donc, il surfe sur ça. Il est fidèle à son engagement. Il leur a dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça que vous voulez, c'est ça que je vais faire. Maintenant, est-ce que le résultat est probant? On ne sait pas. Mais en tout cas, il va le faire. C'est ça qui est intéressant parce que c'est l'homme qui va faire ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. En cela, son engagement est respecté. Et maintenant, ça va très loin parce que quand il dit « je vais vous débarrasser d'eux », c'est comme si, avant lui, l'Amérique était quand même
était dans le noir absolu. Non, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'il avait dénoncé la gestion de l'administration Biden. Il s'est avéré que ce n'était pas aussi catastrophique finalement quand on regarde les chiffres. Et Biden passe, il reprend le même discours et tous les mots des États-Unis, de l'Amérique en tout cas aujourd'hui, il les met sur le dos de Biden et son administration. C'est comme si ces 4 ans-là, c'était une parenthèse, pas du tout enchantée, noire, hors programme, etc. C'est ce qu'il continue à vendre. C'est comme si on était encore aujourd'hui en campagne électorale. Or, aujourd'hui, c'est le président des États-Unis, je crois. Il doit changer un peu de discours. Président des États-Unis qui vient quand même d'avoir une standing ovation devant lui, un public à qui on continue de l'écouter. On ira vers professeur Dakali Abou Dahab tout à l'heure. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Et n'oublierons pas notre Dieu, effectivement, cette dimension religieuse domine donc dans cette constitution, dans cette démocratie américaine. Professeur Dakali Abou Dahab, je reviens vers vous pour avoir un premier commentaire, une première réaction sur ce discours officiel prononcé par Donald Trump. C'est un discours, je ne dirais pas qu'il est improvisé, mais qu'il a été bien préparé, bien pensé. On connaît les formules assassines de M. Trump, Titi aussi, par ailleurs, ses adversaires. Mais je pense que le plus important, c'est qu'il a cet avantage d'avoir déjà exercé le pouvoir. Donc, il a été 45e président des États-Unis. Et vous savez, c'est comme en mathématiques. Maintenant, il va procéder par élimination et par négation. Il va donc chercher à éviter peut-être certaines erreurs qu'il a commises au départ. Évidemment, nous ne sommes pas en train de faire un bilan de son mandat. Le premier, loin s'en faut, mais de voir aussi par rapport à ses promesses qu'il a faites lors de sa campagne électorale et d'après les informations qu'on glane par-ci par-là, ce qu'il a déjà préparé plusieurs décrets pour mettre à exécution ses promesses. C'est le premier point. Le deuxième point, on le voit plus sûr que jamais par rapport à son action future. Vous savez, les États-Unis également s'apprêtent aussi à vivre des moments cruciaux, très importants. N'oublions pas que le président états-unien, je pense, a une maison en Floride et on a vu dernièrement les flammes qui ont incendié Los Angeles. Donc il y a des questions qui sont urgentes par rapport à la gestion de M. Trump, mais également les rendez-vous à venir. Le mondial de football 2026, les Jeux olympiques Los Angeles 2028, la relation à l'OTAN, l'Union européenne, le Pacifique, la Chine, la Russie, etc., etc., etc. Alors, je pense que sur le professeur Dakali Abou Dahab, je me permets de vous couper. Le président des États-Unis vient de déclarer quelque chose de très important. Il va déclarer l'état d'urgence par rapport aux frontières. C'est quelque chose aussi qu'il avait fait miroiter pendant sa campagne. C'est officiel. L'état d'urgence déclaré pour protéger les frontières américaines. Est-ce qu'on peut rebondir sur cette première annonce officielle à laquelle on s'attendait, professeur Lahrichi? D'ailleurs, il l'avait dit il y a 2 jours, il a dit que l'état d'urgence, surtout en Californie, là où il y a les frontières avec le Mexique, pour pouvoir faire passer ces décrets. C'est-à-dire un décret, parfois en attendant que la justice, c'est-à-dire la Cour suprême, le valide ou pas, ou bien le Sénat le valide ou pas, avec l'état d'urgence, certaines libertés sont c'est-à-dire ils sont limités, et c'est ça l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence, il permet au chef de l'État de prendre des décisions qui ne sont pas normales, c'est-à-dire en circonstances exceptionnelles, on prend des décisions exceptionnelles. Et c'est ce qu'il va faire, surtout qu'on miroite le nombre de 11 millions d'émigrés illégaux qu'il veut, c'est-à-dire expulser. On parle surtout d'1 million de personnes qui sont dans une situation irrégulière.
Donc je pense avec l'état d'urgence, sans attendre la réaction de la justice. Parce que quand on est en état d'urgence, on peut prendre des décisions qui ne sont pas... C'est précisément l'état d'urgence qui permet d'accélérer, de prendre ce genre de décision. Exactement, parce que l'état d'urgence, les libertés sont limitées. C'est ce qu'on appelle les libertés ou les droits. Donald Trump vient d'annoncer également qu'il avait l'intention de détruire tous les cartels de drogue au sud également du pays. Donc il y a presque une corrélation aussi qui est faite de manière à peine voilée entre cette question des gestion des flux migratoires et ce trafic de drogue. Bachir Thiam, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est même pas voilé, il le dit franchement, lui il l'a dit vertement, il dit que ces migrants soit viennent des pays pauvres, donc qui ont besoin de vivre, donc ils vont voler, dès qu'ils sont aux États-Unis, ils vont braquer, ils vont voler. Sinon, c'est des gens, en gros, qui sortaient aussi des hôpitaux psychiatriques qui venaient aux États-Unis. Donc, c'est des fous furieux qui arrivaient. Donc, pour lui, d'abord, c'est une population qui est hors de contrôle parce qu'elle n'est pas intellectuellement bien préparés pour intégrer les États-Unis. Donc ils arrivent, ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas ce côté santé mentale bien établi. Donc du coup, ils vont s'adonner à des trafics de tout genre. Donc la drogue, la prostitution, le braquage et tout ça. Et donc ils s'attaquent vraiment et de manière très verte à ces populations-là. Il ne dit pas les pays, mais il dit c'est tous les migrants illégaux. Ils évaluent ça à 11 millions, c'est énorme, donc ça peut toucher tous les pays, à peu près tous les pays du monde, parce que les migrants ne viennent pas que d'un seul État, voilà, même s'il y a des États beaucoup plus de gros fournisseurs, en tout cas de migrants, je pense qu'ils s'attaquent pratiquement au monde entier quand il le dit, en tout cas au gros du monde, quoi. Je pense que c'est là où Donald Trump ne recule pas, il y va tout droit. Il y va tout droit, protection des frontières, protection aussi des Américains et de leur pouvoir d'achat. Il vient d'annoncer à l'instant que les citoyens américains seront protégés grâce à des taxes également qu'il va mettre en place. Ça aussi, il avait dit, apparemment, il va le faire, professeur Lahrish. Oui, c'est le hard power économique par rapport au Canada et par rapport au Mexique. Il a annoncé 25%. Et pour lui, c'est parmi les instruments pour le Mexique de limiter donc cette immigration. Si vous voulez, c'est comme en négociation. Il a miroité 25%, mais je pense que c'est beaucoup, 25%. Si on sait qu'il y a beaucoup de produits qui vont des États-Unis, qui sont fabriqués aux États-Unis, mais qui ont besoin dans la chaîne de fabrication au niveau du Mexique, et ils reviennent. Donc c'est beaucoup. Pour le Canada, il a demandé au Canada d'être le 51e État des États-Unis, mais c'est une manière je dirais, de pousser d'une manière du hard power économique. C'est pas militaire, mais c'est une manière forte économique. Aussi pour le Canada, je pense que M. Trump, il est très clair. Il dit que les États-Unis perdent plus que 640 milliards par an avec le Canada et le Mexique. Autre chose, c'est qu'il y a un accord de libre-échange, l'ALENA, qui a été renégocié lors de son mandat, c'est-à-dire en 2017, où il y a eu une augmentation des tarifs douaniers. Il y a aussi pour la Chine, où il promet d'augmenter les tarifs douaniers à 10%, mais là, ils sont en négociation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président chinois a été invité donc, à cette cérémonie. Il n'est pas venu, mais c'est son vice-président. Donc c'est déjà un symbole qu'il y a... vous savez, dans les négociations, il faut montrer un peu la force, et puis le compromis se fait selon la force des uns et des autres. Donc l'économie, et tout cela pour lui et pour ses citoyens, ou pour son assise électorale, protège le citoyen américain moyen. Mais sauf qu'il ne dit pas que ça renchérit aussi le prix, de l'inflation en Amérique. Parce que quand tu taxes les produits qui entrent, c'est des produits commerciaux, forcément il y a quelqu'un qui les paye, donc les prix augmentent et les citoyens américains, d'ailleurs... Pour Donald Trump, c'est que l'Amérique va produire ses produits. Il veut plus production locale qu'une production qui vient. C'est un peu le... Oui, mais ça c'est le souhait de tous les États, sauf qu'il ne pourra pas tout produire aux États-Unis, ça c'est clair, parce qu'il y a des productions qui ne sont pas du tout rentables, donc ils ont besoin de les faire produire ailleurs et les
faire venir aux États-Unis. Et c'est comme ça le monde fonctionne. Parce que s'il dit qu'il va fermer les frontières, ça c'est une promesse politique, électorale. Sauf qu'il ne pourra pas le faire de manière hermétique en tout cas. Il y aura toujours des produits qui vont entrer. Le Canada et le Mexique, qui sont ses deux premiers partenaires commerciaux, parce que plus tu les taxes, plus tu fais payer les Américains. Donc la consommation va être percutée de plein fouet à cause de ces taxes douanières. En fait, pour le déficit public américain, elle est énorme, elle est presque de 1 000 milliards de dollars. Et dans le programme électoral de Kamala Harris et de la différence avec Trump, c'est que lui, il disait, moi je ne vais pas taxer les Américains, je ne vais pas taxer les grandes entreprises. Elle, dans son programme, pour pallier au déficit public, il disait qu'on va taxer les grandes entreprises. Et je pense que c'est ce qui a permis à Trump de gagner aussi cet électorat. On va rejoindre professeur Zakaria Abou-Dahab pour savoir justement ce qu'il pense de cette entrée en matière America First, souveraineté restaurée, sécurité restaurée, justice, une nation fière, prospère, libre, et puis des prérogatives qui sont liées, des frontières qui vont se fermer, des taxes qui vont être instaurées, au niveau de l'énergie aussi et du climat. Il vient de s'exprimer. Votre analyse et votre réaction, professeur Zakaria Abou-Dahab, ça fait beaucoup de choses, je sais, mais je sais que vous pouvez synthétiser. Alors, pour résumer, on parle du trumpisme, Madame Nadia. Donc, finalement, le trumpisme s'est imposé comme une sorte de style de gouvernement, comme étant une doctrine en termes de sécurité, d'économie, etc. Néanmoins, il est vrai qu'on peut toujours calculer géoéconomiquement, brandir la menace de sanctions. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que mes prédécesseurs ont avancé, c'est qu'il y a un système commercial multilatéral. Les États-Unis font partie de l'OMC, au même titre que la Chine, Canada, Mexique et les autres, l'Union européenne qui a une seule voix au sein de cette organisation, et une surtaxation qui n'est pas normalement justifiée par des preuves, par exemple des organisations de la production, on peut parler des aciéristes, etc., pourrait occasionner le déclenchement de mesures de rétorsion. Évidemment, techniquement parlant, il y a toujours des consultations qui peuvent se faire, et ainsi, à ce moment-là, on peut se poser sur la marge d'œuvre de M. Trump. Toutefois, il reste quand même fidèle à ses promesses, mais également à sa démarche de protection d'un certain nombre de secteurs qui apparemment ont été de plein fouet frappés par une concurrence qu'il considère comme étant déloyale. Et là, on pourrait parler des accusations adressées ou proférées contre la Chine. Par exemple, la pratique du dumping, évidemment, selon les qualifications de M. Trump et son administration. D'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, je pense par Ali, c'est qu'en 2017 déjà, il y a eu un rapport qui a été élaboré par les services du département du commerce, Department of Trade, et il avait, on va dire, accusé la Chine de pratiquer, de façon générale, des pratiques de façon générale déloyales, c'est aussi les subventions et ainsi de suite. Donc la grande question, c'est par rapport à sa marge de manœuvre. Mais il faut concevoir cela. Je pense que ce soit la question de la baisse des impôts, notamment par rapport à l'IS, l'impôt sur les sociétés, par rapport aussi à la surtaxation. Elle peut être autorisée parfois quand il s'agit de demander ce qu'on appelle des sauvegardes qui restent provisoires pour des secteurs sensibles. Je pense que l'enjeu majeur de M. Trump par rapport aux années prochaines, par rapport à la géoéconomie, c'est au regard notamment de la Chine et c'est au regard aussi même de l'Union européenne. Et c'est de politique étrangère, professeur Zakaria Abou-Dahab, dont il s'agit en ce moment en direct. Je propose d'écouter Donald Trump, puisque l'actualité est brûlante avec cette trêve qui est apparue il y a 48 heures et dont il se targue justement. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Politique étrangère et aussi ses intentions à l'endroit du canal de Panama.
Il y a, avant la politique étrangère, une question très importante qui a été abordée aussi par Donald Trump, c'est celle du genre. Et il a dit aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a que 2 genres, masculin et féminin. Peut-être que vous avez envie de réagir à ça, professeur Lahrichi. Oui, d'ailleurs, c'était dans les élections. Il disait c'est les conservateurs contre les libéraux ou les démocrates, où il y a beaucoup le wokisme, c'est-à-dire le mouvement woke. Il a dit c'était même une base, une variable électorale. Et il le disait après, il disait la Constitution ne reconnaît que 2 genres, c'est-à-dire masculin et féminin. Et c'est pour cela quand il parlait tout à l'heure de l'éducation, c'est-à-dire il veut réinstaurer, parce que l'un des débats qui se posait, que ce soit au niveau du Sénat il y a 2 ans ou que ce soit au niveau des présidentielles, sur les enfants. C'est l'éducation des enfants par rapport aux gens et par rapport à l'éducation sexuelle. Et ça, c'est c'est-à-dire la vision des républicains et de Trump, elle est tout à fait différente, elle est diamétralement opposée à celle des démocrates. Donc effectivement, il est en train de parler de son programme, enfin le programme, selon tout ce qu'il a promis, en parlant même du canal du Panama et du Groenland, toujours dans la géopolitique économique. Et on voit Elon Musk à l'instant, qui était ravi de la déclaration de Donald Trump et qui est directement concerné aussi par cette question du genre qui est clivante aux États-Unis. Peut-être que l'on va poursuivre aussi ce débat avec des choses qui nous intéressent de manière prioritaire ici en Afrique et au Maroc. Donald Trump a-t-il un agenda africain? Si oui, lequel? C'est une question que je vous pose à vous, Bachir Thiam. Quelles vont être les perspectives de ce partenariat? Comment va-t-il évoluer avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche? Bon, je pense que l'Afrique, de tous les temps, en tout cas son premier mandat, a montré que ne l'intéresse pas beaucoup, il faut le dire comme ça. L'Afrique l'intéresse peu, même si les États-Unis de tradition sont présents en Afrique. Il y a peut-être quelques pays, quelques situations qui les intéressent sur l'Afrique. Mais de manière globale, Donald Trump, lui, l'Afrique ne l'intéresse pas. De manière globale. Même si par ailleurs, on peut trouver justement des accords, parce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan des relations d'affaires tissées avec l'Afrique, peut-être seul le Maroc s'en tire bien. C'est seulement avec le Maroc que les États-Unis ont signé un accord de libre-échange, je crois. C'est le seul pays sur le continent. Donc c'est très peu. Donc ce n'est pas engagé vis-à-vis de la communauté africaine, donc de l'Union africaine. C'est seulement pays par pays. Donc le Maroc, en l'occurrence, quelque peu l'Égypte et voire l'Afrique du Sud. C'est simplement ça. C'est vraiment epsilon. Donc, mais si on parle du Maroc, effectivement, c'est un accord très puissant parce que simplement, c'est un accord de libre-échange d'abord, donc qui est commercial, qui est aussi basé sur la sécurité militaire. Parce que quand on parle des exercices militaires que l'armée américaine pratique sur le continent, ça a été fait au Maroc. Oui, dans le sud du Maroc. Tout à fait. Donc en cela, c'est super important. Alors c'est super important et puis on va continuer de parler de ce partenariat Maroc-Amérique avec, depuis Paris, monsieur Farid Bahri qui est avec nous et qui a écrit Maroc-Amérique, un partenariat de 2 siècles et demi. Farid El-Bahri, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Bienvenue dans cette édition spéciale et vous êtes à Bruxelles et non à Paris. Maroc-Amérique, un partenariat de 2 siècles et demi, c'est le livre que vous venez de publier. Votre première réaction, votre analyse de ce discours du 47e président des États-Unis à la lumière de ce partenariat qui donc va évoluer entre le Maroc et les États-Unis? En ce qui concerne le discours de Donald Trump, rien d'étonnant. Il ne fait que reprendre les thèmes qu'il a usés et reusés durant la campagne électorale. Donc, on le voit très bien, il commence pratiquement sa journée par aller à l'église. Donc, nous sommes là dans le nationalisme ultra-conservateur religieux, quelque part. Donc voilà, rien d'étonnant, vous en avez parlé.
anti-wokisme, donc deux genres, je veux dire le masculin et le féminin, donc l'anti-wokisme que l'on retrouve, c'est Musk. Donc ce discours annonce ce qu'on commence déjà à dénommer le Trusk, c'est-à-dire le Trump, un mélange de Trump et de Musk. Quelque part, la machine pensante aujourd'hui dans ce Trump 2, le retour de Trump, c'est probablement Elon Musk. Voilà. En ce qui concerne le partenariat avec le Maroc, bon, effectivement, je pense que le Maroc en sort tout bénef, si vous me permettez de parler assez familièrement, puisque nous savons que, comme chacun sait, comme nos téléspectateurs le savent très bien, avec les accords d'Abraham, donc le président américain, donc Donald Trump, Trump 1, a reconnu l'évidence, c'est-à-dire le Sahara marocain et la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Donc c'est un gain énorme, c'est un gain politique, géopolitique, géostratégique énorme pour le Maroc, effectivement. Même si c'était l'évidence. Donc, ce qu'on attend de ce second mandat de Trump, c'est le retour de cette dynamique de Trump 1 avec l'ouverture enfin du consulat américain à Dakhla. Chose qui a été frigorifiée quelque part sous le mandat de Biden, qui ne s'est pas du tout intéressé, mais du tout au Maroc ni à l'Afrique. Alors que le Maroc, effectivement, comme je l'écris dans mon essai, depuis 200 ans, est quelque part une plateforme avancée de l'Amérique. Non pas dans le sens colonial, mais que notre sultan Mohamed III a déjà eu ce pressentiment de l'importance de cette nation et les traités de commerce dès la fin du XVIIIe siècle vont être signés, ratifiés avec ce pays et le Maroc ne cessera d'être un partenaire fiable et viable pour les États-Unis d'Amérique. Le Maroc, toujours un partenaire fiable et viable, donc nous dit Farid Bahri depuis Bruxelles, et Donald Trump qui vient de terminer officiellement son discours sous la coupole. Peut-être continuer de parler de ce partenariat qui dure depuis 2 siècles et demi, d'après donc Farid El Bahri, mais aussi d'après l'histoire, professeur Lahrechi. Oui, depuis la reconnaissance des États-Unis par le Maroc. Effectivement, ce partenariat, il a été là. Le Maroc est une puissance africaine, a toujours été une puissance africaine et aussi une puissance qui a eu un lien avec l'Europe qui est à proximité, qui est à 15 km, et puis avec les Amériques, avec cette reconnaissance et avec, bien sûr, des accords commerciaux qui ont été signés il y a plus d'1 siècle et demi ou 2 siècles avec les Américains, puisque la route du commerce, quand on parle du commerce international, de la géopolitique mondiale, même il y a 2 siècles, c'était Gibraltar. Pour arriver à la Méditerranée, il fallait passer par le détroit de Gibraltar qui est entre le Maroc et l'Espagne, et bien sûr, si on prend Gibraltar, qui est aussi britannique. Donc, l'importance du Maroc, sa géographie, et puis son positionnement et sa place dans le monde africain, donc c'est un lien, c'est un pont qui a toujours existé entre ces 3 continents. Aujourd'hui, avec Trump, il faut le dire, quand il a reconnu la marocanité du Sahara, c'est une évidence, certainement. C'est une vérité, non pas une vérité juridique et historique de la légalité de la marocanité du Sahara. Donc les États-Unis, quand elle a des relations avec l'Afrique, elle a plus des relations avec, vous avez parlé de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, il y a aussi le Nigeria, mais il y a aussi le Maroc. Ce sont des acteurs, des leaders dans leur continent et qui tirent, si vous voulez, les pays. Il y a l'initiative atlantique proposée par Sa Majesté le Roi, où on voit qu'il y a 23 États africains, les États d'Afrique, c'est-à-dire continentaux, plus les États du Sahel qui sont enclavés. Et c'est une initiative qui relie, si vous voulez, l'Afrique, une grande partie de l'Afrique avec les Amériques, bien sûr, à travers
des investissements à travers le port de Dakhla, donc Atlantique. Tout cela fait que le Maroc a une place très importante. Par contre, Biden ne s'est pas désintéressé du Maroc. D'abord, il n'a jamais retiré. En plus, les opérations militaires, c'est-à-dire ils sont restés. African Lion. Et puis, le rôle stratégique de sécurité que le Maroc fait. Il y a eu la réunion pendant, c'est-à-dire pas l'année dernière, l'année d'avant, sur la lutte contre le terrorisme qui ensanglante cette région du Sahel et cette région de l'Afrique, si vous voulez, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Et c'est à Marrakech que ça s'est passé. Et c'était le ministre des Affaires étrangères américain qui était présent. Et il y avait plus que 85 nations qui étaient présentes. C'était sous l'égide des Nations Unies. Donc les États-Unis ont toujours eu une présence dans les pays de l'Afrique. Et pour moi, le Maroc est un acteur incontournable, est un leader, et c'est pour cela que ça passe parfois par le Maroc. Ça passe par le Maroc, un acteur incontournable. Est-ce qu'on peut dire, Bachir Thiam, que le second mandat de Trump pourrait renforcer effectivement le rôle du Maroc sur le continent africain en ce qui concerne les relations avec l'Afrique et peut-être développer justement cette ouverture, une sensibilité, une manière, une nouvelle vision, puisque cette relation est séculaire entre Rabat et Washington. Oui, ça devrait en tout cas, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change en tout cas. On a dit par mégarde que du temps du président Biden, c'était un peu... Non, effectivement, ça a continué, ça n'a jamais baissé. Peut-être il y a des actions qui sont beaucoup plus médiatisées que les autres, donc dont les gens sont au courant, beaucoup plus simplement, et d'autres qui se font, pas dans le secret, mais qui se font dans les règles de l'art, qui n'ont pas besoin d'être médiatisées, mais qui se font. Quand on regarde aujourd'hui la présence américaine au Maroc, simplement, c'est autour de 150 grandes entreprises qui sont là, qui sont américaines, donc c'est important. 150, c'est, en termes d'impact économique, c'est énorme, c'est énorme. Je pense qu'après la France et l'Espagne, c'est un des big players, quoi. Pourtant, l'Amérique nous paraît très très loin dans notre subconscient. Or, l'Amérique fait le job sans politique au fait. C'est pas comme la relation qu'on a avec la France ou avec l'Espagne. Ça se sait tout de suite, c'est très politisé, quel que soit le sujet entrepris. Or, les Américains, dans le business, c'est le business, dans la sécurité, c'est la sécurité. Effectivement, le professeur Larichi rappelait tout à l'heure le grand congrès qui a été sur la sécurité à Marrakech. Donc ça va au-delà du Maroc, justement, mais avec le Maroc comme tête de pont. Effectivement, c'est une entrée. Le Maroc est la porte d'entrée de cette Afrique-là. Voilà, le Maroc et l'Afrique, le Maroc, peut-être l'Europe, parce qu'il est en face, le Maroc, peut-être aussi l'Amérique, parce que c'est une continuité. Donc sa position géostratégique permet à ce Maroc-là, au Maroc, de toute façon, de pouvoir jouer ce rôle. Et je pense que dans la confiance qui a été établie au plus haut niveau, de quel que soit le parti au pouvoir aux États-Unis, ça a toujours été de super bonnes relations. Ça peut être un peu calme, effectivement, mais jamais de rupture, jamais d'antagonisme. Donc, je pense que ça doit continuer de plus belle. Une relation privilégiée. Une relation privilégiée entre le Maroc et les États-Unis. On repart à Bruxelles avec Monsieur Farid Bahri pour continuer à explorer ce partenariat qui se porte très bien entre Rabat et Washington. Un partenariat de 2 siècles et demi, vous écrivez, Farid Bahri, dans votre ouvrage, et qui a vocation donc à se renforcer. Oui, qui a vocation à se renforcer, certainement. Donc je voudrais apporter quelques précisions. Donc je pense que mes propos ont été un petit peu mal interprétés, dans le sens où avec Joe Biden, c'était le service minimal. Donc l'African Corps existe depuis ces exercices communs militaires entre les FARC et l'US Army date depuis 1982. Il y a eu des moments où les États-Unis et le Maroc étaient peu en phase. C'est surtout sous les démocrates. Je pense à Jimmy Carter lorsque Feu Hassan II a eu un refus d'armement d'hélicoptères et d'avions de guerre pour lutter contre le Polisario dans le Sahara. Cela a été débloqué par l'arrivée de Ronald Reagan.
Et donc, si on revoit, pourtant, Feu Hassan II avait été un proxy des États-Unis puisqu'il avait intervenu contre la milice communiste, marxiste, léniniste, dans le Congo, dans la République, qui est aujourd'hui la République du Congo, qui était à l'époque le Zaïre. D'accord. Voilà. Et merci. Donc, oui. Oui, Farid El Bahri, on arrive à la fin de cette émission. Je vais proposer donc à mes invités de se diriger vers un commentaire final, peut-être, à l'occasion de cette édition qui est dédiée donc à l'investiture officielle du 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui a prononcé donc son discours aujourd'hui. Peut-être un dernier commentaire, Bachir Thiam, sur ce retour, ce second mandat de Donald Trump, et non pas manga, avec donc Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et patron du réseau X, qui fait son entrée au gouvernement, avec cette création d'un nouveau département, avec cette vision, fermeture des frontières, cette politique étrangère nationale, America First. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce discours de Donald Trump en ce 25 janvier 2025 ? D'abord qu'il est général, effectivement, c'est un discours général, il a touché tous les points, il a parlé de tout, il a parlé de tous les points possibles, et il nous avait en tout cas promis, il avait promis à ses électeurs, sans décret aujourd'hui, en tout cas les premiers jours, donc dès la 9e minute, il fallait que le décret sur la grâce des émeutiers tombe, ça n'est pas tombé, c'est à la 20e minute, j'ai pris le chrono quand même, je me suis amusé à chronométrer, il a parlé du premier décret qui concerne justement l'état d'urgence, donc l'expulsion des migrants. Donc je pense que tout ça, en tout cas, il va dérouler, ce programme-là, il va le dérouler, comme je l'ai dit tantôt, parce que peut-être pas avec tous des résultats, mais il va les dérouler, il va dire, je vous l'ai dit, je le fais, il va le faire. Donc Elon Musk, dans tout ça, dans toute cette armature gouvernementale, je pense que c'est quand même le poste le plus extraordinaire, c'est tellement nouveau, c'est tellement... Mais c'est historique, on peut dire que c'est historique, créer un département de l'efficacité gouvernementale, c'est toute une vision, il a repensé la manière de faire et d'agir et de financer. Parce qu'il a, pourquoi ? Il a dit à Elon Musk, il a dit, est-ce qu'un homme comme celui-là, les Russes l'ont ? Tout le monde a dit non. Est-ce que les Chinois l'ont ? Il a dit non. Il a dit, seuls les États-Unis, un homme comme celui-là, intelligent comme il est, c'est le seul. Et pourtant, comme Trump il est climato-sceptique, lui, il revient, d'ailleurs, il va annuler certains décrets qui ont été signés par le président Biden, surtout par rapport à l'exploitation des énergies fossiles dans la mer. Et donc, alors que c'est le retour aux énergies fossiles, c'est le retour au gaz de schiste, alors que Elon Musk, c'est le patron de Tesla, des voitures électriques. Donc on voit quand même, c'est quelqu'un qui est égal à lui. Moi je pense que Trump, c'est quelqu'un qui est égal à lui-même, comme a dit Zakaria, mon ami, tout à l'heure. Certaines erreurs peut-être qui ont été commises il y a 8 ans, enfin, dans son premier mandat, vont être évitées. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, il l'a redit dans son discours. Mais pour nous, pour le Maroc, c'est un partenariat privilégié, c'est un partenariat aussi stratégique. Les États-Unis ont toujours été les amis du Maroc et le Maroc a été l'ami des États-Unis. Et je pense qu'on attend effectivement l'ouverture d'un consulat dans nos provinces sud, que ce soit à Lyoun ou à Dakhla, comme cela a été promis par M. Trump lors de la reconnaissance du Sahara marocain. Aussi pour les États-Unis, pendant ces 4 ans, c'est-à-dire des démocrates, c'est les Pembrokeshire, c'est eux qui écrivent la résolution du Conseil de sécurité, ils ont toujours été du côté du Maroc. Donc les États-Unis ont toujours soutenu le Maroc dans son initiative d'autonomie avancée dans le territoire marocain, dans l'intégrité territoriale. Maintenant, le retour de Trump, à mon avis, va consolider cette relation et j'espère que cette question du Sahara sera pliée une fois pour toutes pour qu'il y ait la paix dans cette région et comme le disait, la prospérité aux États-Unis, mais la prospérité aussi chez nous, en Afrique du Nord, au Sahel et dans l'Afrique subsaharienne, parce que quand il y a l'essor économique, il y a la paix, il y a l'essor économique et il y a la prospérité.
Et il l'a clairement dit, hein, je serai aussi un faiseur de paix. Voilà, dixit Donald Trump en ce 20 janvier 2025. Ça vous inspire un commentaire également, Monsieur Bacheltian? Oui, parce que quand il le dit, il pense à l'Ukraine, à la Russie, à l'Ukraine, la guerre qui... Et il y a la trêve quand même à Gaza. Dans la bande de Gaza qui a été mise en place et effective d'une manière fulgurante, il faut le dire aussi. Oui, il faut dire que c'est une trêve qui a été négociée il y a 4 mois déjà. C'est le même papier qui est posé sur la table. Tout à fait, d'accord, ouais. Le même, mais l'application est effective. Absolument. Bon, d'où donc et l'État de Michigan a sanctionné les démocrates parce qu'ils n'avaient pas pu faire la trêve. Absolument, tout à fait. Alors qu'ils ont toujours voté démocrate. Tout à fait, absolument, tout à fait. Mais sauf que Donald Trump, encore son pragmatisme, fait que lui, il va le dire, il va le faire. Maintenant, ça peut réussir ou pas. Mais il l'a fait et cette fois-ci, ça a réussi au fait. Il a envoyé quelqu'un, son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, qui n'est pas diplomate par ailleurs, hein, qui n'est pas du tout diplomate par ailleurs. Agent immobilier, prospère dans l'immobilier, tout ça. Hop, il en fait un envoyé spécial pour le Moyen-Orient, le dossier le plus compliqué, et c'est avec celui-là que ça marche. Donc Donald Trump, avec lui, ça passe ou ça casse. Donc il va le faire. Donc la paix dont il réclame, il peut aussi l'imposer demain au président Poutine ou au président Zelensky. Célèbre. Donc la politique et la diplomatie transactionnelle de Donald Trump n'est pas une légende, elle est réelle et elle marche. Ça sera le mot de la fin, messieurs, si vous le voulez bien. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. Bachir Thiam, journaliste, merci infiniment d'avoir été avec nous. Professeur Ali Lahrichi, doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis également. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Je remercie également professeur Zakaria Aboudarab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Claude Porcella qui était avec nous depuis Washington tout à l'heure également, et l'historien Farid El-Bahri qui était avec nous également depuis Bruxelles et qui est auteur de l'ouvrage Maroc-Amérique, un partenariat de 2 siècles et demi. Merci à vous tous, messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette édition spéciale dédiée à l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui entame ce 20 janvier 2025 un second mandat aux États-Unis. Merci à tous, c'est la fin de cette édition spéciale. Excellente suite des programmes sur notre antenne. At the twilight's last gleaming,